Bonjour à tous. Alors, un suivi de démolition d'une partie des structures d'une des ailes du palais de justice de Verviers a fait en 2022 l'objet d'une communication aux Journées d'archéologie wallonne. Alors l'exposé aujourd'hui reprend en partie cette communication qui avait été réalisée en collaboration avec Gaël Dubois. Alors, en guise d'introduction, je voudrais dire quelques mots sur l'archéologie préventive qui est pratiquée au sein de l'Agence wallonne du patrimoine. De manière générale, l'archéologie préventive réalisée par la WAP concerne les sites qui, dans un avenir proche, sont menacés de destruction partielle ou totale. Les vestiges matériels générés par l'activité humaine à analyser peuvent aussi bien être en sous-sol que hors sol. En effet, utilisant la même méthodologie, l'archéologie des bâtiments consiste essentiellement en des observations des décapages de parois, parfois couche par couche, comme pour l'archéologie du sous-sol, et ce, afin de retrouver les structures et les éléments d'origine. Comme par exemple ici, les baies primitives de ce pan de bois. Les différentes structures sont enregistrées, notamment sous la forme de dessins, de photos ou de scans. Le but est, entre autres, de comprendre les composants de l'édifice, ses circulations, et de voir comment celui-ci a évolué. Alors, ces investigations archéologiques sont réalisées préventivement à la réalisation d'un projet de restauration, d'aménagement ou de démolition. Et de démolition, il en est question ici. Alors en effet, c'est faisant suite à la demande d'un permis de déconstruction, entre guillemets, d'une partie des structures du palais de justice qu'un suivi archéologique du chantier de démolition a été réalisé en 2021 par la WAP, direction zone Est. Alors le suivi archéologique concerne la démolition de nombreuses structures internes, comprises entre le premier étage et le fait du toit de l'aile ouest, qui est aussi appelée aile Janson. Alors, ces structures internes se sont révélées être parmi les plus anciennes structures en béton armé du pays. Avant de les détailler, voici une rapide présentation de ce monument. Donc, le palais de justice de Verviers se situe à proximité du cœur historique de la ville. Il est bordé par la place du palais de justice, qui est une place aménagée au-dessus des voies de chemin de fer qui a été installé à Verviers en 1843. Le palais de justice présente la forme d'un quadrilatère qui est le fruit de 3 grandes phases de travaux. À la suite de l'introduction du système judiciaire moderne par l'occupant français dans les régions qui formeront la Belgique dès 1830, les services de la justice ainsi qu'une prison sont installés dans l'ancien couvent des Carmes, donc ici en vert. L'état du bâtiment fortement détérioré incite les autorités provinciales à envisager dès 1845 la construction concomitante d'un palais de justice, d'une prison et d'une caserne de gendarmerie afin de réunir sur un même terrain 3 établissements ayant l'un avec l'autre une connexion immédiate et essentielle. Le projet de construction de la caserne est abandonné, mais celui du palais de justice et de la prison se poursuit, porté par l'État belge et la province de Liège. La conception de la prison et du palais de justice est confiée à l'architecte bruxellois Joseph Jonas Dumont, qui est auteur notamment des plans de plusieurs établissements carcéraux dans le pays. Donc le couvent est démoli pour faire place aux constructions de Dumont. Les travaux se déroulent de 1850 à 1853. Donc voici à droite la prison. Alors de cette campagne de travaux, il reste aujourd'hui l'aile sud, donc place du palais de justice, longue bâtisse en pierre calcaire de 15 travées. Alors une de ses particularités, ce sont les niches qui accueillent les statues de 4 jurisconsuls liégeois. Donc, les statues originales ont été réalisées en pierre tendre par le sculpteur anversois Guillaume Gaves. Elles sont aujourd'hui remplacées par des copies en résine.
En 1885, l'administration communale de Verviers adresse une plainte au conseil provincial requérant la construction de locaux complémentaires et plus convenables. Le palais de justice, trop exigu et insalubre, présente un état préoccupant. Donc, 3 ans plus tard, l'État décide de bâtir une nouvelle prison sur un autre terrain, permettant la démolition donc, de la prison de Dumont, et l'agrandissement du palais de justice est ici confié à l'architecte provincial, le liégeois Émile Remouchon. Le projet est déposé en avril 1893 et les travaux sont adjugés en janvier 1896. Alors, un bâtiment richement orné est érigé à l'ouest, perpendiculairement au volume initial, auquel il est relié via une tour massive. À l'est, on élève un autre volume dans un style similaire au premier, mais plus sobrement décoré. Alors, de nombreux blasons ornent les façades de l'aile Janson, de l'aile est et de la tour. Ils évoquent les villes de l'arrondissement judiciaire de Verviers par la représentation de leurs blasons et de leurs activités économiques ou culturelles phares, mais aussi, plus largement, l'organisation judiciaire de la Belgique et, bien sûr, la justice et ses différentes composantes. Ensemble, ils forment un programme iconographique cohérent qui marque à la fois l'identité du lieu et l'identité locale. Alors, l'intérieur du palais de justice, édifié par Dumont 45 ans plus tôt, est entièrement remanié. L'ancienne salle d'audience est transformée en élégante salle des pas perdus. Alors, vous pouvez voir ici quelques exemples de ces décors, donc beaucoup de motifs végétaux. On rencontre souvent la feuille de chêne et les glands qui font à la fois référence à la ville de Verviers et à la justice. Alors, il y a aussi la présence de grands vitraux qui mettent en scène les villes de l'arrondissement judiciaire, ainsi qu'une allégorie de la justice. On peut aussi mentionner la présence d'un escalier monumental qui est assez caractéristique des salles des pas perdus. Ces aménagements et les nouvelles constructions dues à l'architecte Émile Remouchon sont inaugurés en septembre 1898. Alors, presque un siècle plus tard, l'édification d'une nouvelle extension débute au nord du complexe judiciaire, à l'emplacement de l'ancienne église Saint-Joseph, démolie en 1977 et qui avait remplacé l'ancienne chapelle des Carmes. Commandité cette fois par la Régie des bâtiments, le projet est le fruit d'un travail collectif au départ d'un bureau d'architectes liégeois. Ce nouveau bâtiment, donc, qui relie en fait les 2 ailes qui ont été édifiées en 1898, donc ce nouveau bâtiment est inauguré en 1995. Les parties du palais de justice qui sont antérieures à 1995 sont inscrites à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel wallon et sont pastillées. Alors, c'est une propriété de la Régie des bâtiments et selon cette dernière, l'aile Janson devait être complètement démolie à l'exception de sa façade et des murs de refend, car elle présentait d'importants signes d'instabilité. C'est pourquoi elle envisage sa déconstruction en 4 phases. Premièrement, étançonnement de la façade. Deuxièmement, démontage des cheminées, lucarnes, rambardes et corniches. Troisièmement, la démolition de la toiture et des 2 étages supérieurs. Et quatrièmement, la démolition du rez-de-chaussée. Alors, lorsque la demande de permis a été introduite pour la phase 3, donc c'est-à-dire la démolition de la toiture et des 2 étages supérieurs, les 2 premières phases avaient déjà été réalisées. Alors, après des refus, des avis défavorables et des discussions, le permis pour la phase 3 a finalement été accordé sous certaines conditions. La UAP a négocié avec la Régie des bâtiments une intervention archéologique de 10 demi-journées sur le volume architectural pendant les démontages de la toiture en ardoise, puis un suivi hebdomadaire de la démolition. Le propriétaire attribuait le problème d'instabilité à des malfaçons réalisées lors d'une prétendue reconstruction des structures, entreprise à la hâte et faisant suite à l'incendie du bâtiment pendant l'occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les premières observations ont très vite remis en cause cette prétendue phase de reconstruction. En effet, les structures en béton armé, dalles, piliers, poutres et charpentes mis en œuvre donc dans
donc tous ces éléments mis en œuvre à l'aide de coffrages soignés se sont révélés d'une très grande homogénéité et en parfaite cohérence avec l'enveloppe, mur goutreau et pignon en briques et pierre. Et puis, dans les jours qui ont suivi la découverte de documents attestant de l'étroite collaboration entre l'architecte provincial Émile Remouchant et François Hennebique, inventeur de l'une des premières techniques de béton armé, a corroboré ces observations, et je remercie Sébastien Charlier pour m'avoir mis sur la piste Hennebique. Enfin, l'expertise des professeurs Michel Provost et Bernard Espion de l'ULB, qui sont spécialistes des bétons historiques, permet de citer aujourd'hui les travaux de Remouchant au Palais de Justice parmi les premières structures en béton Hennebique et très probablement une des, si pas la plus ancienne structure de ce type en Belgique. Alors, l'utilisation massive et précoce du béton armé dans l'aile Janson confère en effet un caractère particulièrement novateur à ce bâtiment. Lors du suivi archéologique, les éléments à démolir ont été enregistrés in extremis à l'aide d'un scanner 3D pendant le démontage de la couverture en ardoise. La longue aile ouest est élevée sur 2 niveaux plus les combles. Elle abrite 4 salles d'audience distribuées par 2 halls. Son enveloppe et ses imposants refends sont érigés en pierre et briques. L'architecte Remouchant abandonne ici les structures traditionnellement en bois pour la charpente, les poutres et les planchers, au profit d'un matériau nouveau imaginé pour sa résistance au feu, le béton armé. L'architecte Remouchant fera encore usage important de cette technique lors de l'édification du sanatorium de Bourgoumont quelques années plus tard. Alors, il travaille en étroite collaboration avec François Hennebique, pionnier français du béton armé, qui débute ses travaux en Belgique dans les années 1890. Il élabore le système de construction en fer et béton qui portera son nom. Dès 1892, Hennebique dépose ses premiers brevets. Il réalise la plupart de ses premiers travaux en Belgique et dira d'ailleurs que le béton armé est né en Belgique. En 1897, François Hennebique déménage le siège de son entreprise de Bruxelles à Paris et sa société va connaître une renommée internationale. Des milliers de projets basés sur le système Hennebique seront réalisés en Europe et un peu partout dans le monde. Et le palais de justice de Verviers fait partie des premiers projets d'envergure de la firme Hennebique. C'est en 1893, soit un an après le dépôt de son premier brevet significatif, que François Hennebique conçoit les plans des éléments en béton du palais de justice. Alors cette date est mentionnée par Hennebique dans son discours en janvier 1899 lors du 3e congrès du béton de ciment, publié dans sa revue Le Béton Armé. Alors la revue Le Béton Armé, créée et publiée par l'entreprise Hennebique entre 1898 et 1939, va permettre de faire la publicité et de diffuser largement son système. Alors, Hennebique numérotait ses projets et il explique lors de ce congrès qu'il n'avait pas voulu numéroter ses premiers travaux car c'était des essais. Donc, il a commencé avec le numéro 51 et ses premiers projets concernaient surtout des planchers, enfin des dalles en fait. Le palais de justice de Verviers porte le numéro 90 et à titre de comparaison, le pont Mativa à Liège, qui date de 1905, porte le numéro 23095. Ce qui montre donc le remarquable et rapide succès de Hennebique, devenu un véritable chef d'entreprise. Alors, lors de ce congrès, Hennebique présente l'architecte Remouchant comme son ami et le premier parrain du système Hennebique, et il termine en disant « Si nous n'avons pas bâti le palais de justice en 1894, c'est que les lenteurs administratives nous ont amenés en 1895 et 96. » Et donc, en effet, un avant-projet du palais de justice datant de 1894 a été récemment mis au jour aux archives de la ville de Verviers. Le système Hennebique, comprenant piliers, poutres primaires et secondaires et dalles, est employé pour les structures porteuses internes de l'aile. Pour le palais de justice, François Hennebique conçoit également des charpentes en béton armé. Celle de l'aile Janson, qui compte 6 fermes,
s'apparente à une charpente traditionnelle à ferme et panne. Elle abrite un comble à surcroît sur 2 niveaux, éclairé par des lucarnes. Alors, tout le support de la couverture en ardoise, donc, que vous voyez ici lors du démontage, est également, donc tout ce support est également et singulièrement en ciment armé d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. Le latis de fixation des ardoises était directement fixé à la couverture de béton armé, dont on voit ici le négatif du contre-coffrage. Le ferraillage des structures observées lors du chantier se compose de barres de section circulaire lisses et non torsadées comme elles le sont aujourd'hui. Leur diamètre varie entre 5 mm et 4 cm selon le type d'élément qu'elles arment et leurs extrémités se terminent en Y pour une meilleure accroche. Le nombre de ces barres disposées parallèlement fluctue lui aussi suivant la fonction et la charge des éléments structurels. Des étriers ouverts en U, aujourd'hui ils sont fermés, de différents gabarits, espacés d'une trentaine de centimètres pour certains éléments, passent par-dessous les barres droites et viennent s'agrafer à des pattes à la partie comprimée du béton. Afin de mieux connaître la composition, la densité et la résistance de ces premiers bétons, une analyse de caractérisation a été commandée à l'Institut scientifique de service public. Des échantillons ont été prélevés dans les dalles, piliers, poutres et chevrons. Alors, complémentairement à ces échantillons, des prélèvements de grande dimension ont été acheminés au laboratoire de génie civil de l'ULB. Ceux-ci doivent être soumis à différents essais de résistance, béton et métal, analyse et observation. Alors, ces études sont menées par les professeurs Bernard Espion et Michel Provost. Elles devraient permettre d'avoir une meilleure connaissance de ces bétons armés précoces. Ces deux spécialistes des bétons historiques ont d'ailleurs déjà intégré avec beaucoup d'enthousiasme les structures en béton armé du Palais dans leurs cours et formations, entre autres sur la restauration des bétons. Alors déjà en 1996, juste après la mise en œuvre des dalles en béton du Palais de Justice, des tests de résistance ont été menés, et cela afin de démontrer les qualités de ce nouveau matériau. Des expériences de résistance prévues au cahier des charges ont été réalisées pendant les travaux. Annoncées par voie de presse une semaine avant leur réalisation, elles se sont déroulées fin septembre 1896 et sont relatées dans différents journaux, dont la Meuse que je cite. Donc, au point de vue de la solidité et de la rigidité des planchers ainsi établis, les expériences faites jeudi à Verviers ont été absolument concluantes. Ces épreuves de réception ont eu lieu en présence d'un public nombreux, composé en grande partie de gens de métier, ingénieurs, architectes, industriels, et qui ont suivi les expériences avec le plus vif intérêt. Les épreuves ont eu lieu sous la direction de M. Remouchant, architecte provincial, en présence des entrepreneurs, et de M. Hennebick, inventeur du système de ciment armé. D'après le cahier des charges de l'entreprise, les planchers devaient être soumis à 2 épreuves. Les planchers ordinaires avaient à supporter une charge de 300 kg par mètre carré et de 450 kg après 24 heures. Pour les planchers de la salle d'audience, la charge devait être de 500 kg par mètre carré, portée à 750 kg après 24 heures. Monsieur Hennebick n'a pas voulu profiter du délai de 24 heures qui lui était accordé et l'expérience s'est faite à charge complète. Elle a été décisive, la flexion n'a même pas été de 2 mm, c'est-à-dire beaucoup en dessous de la tolérance donnée par le cahier des charges. Donc après ces épreuves, Hennebick invite le public dans une salle d'audience à venir l'écouter, exposer son système. Donc ces expériences qui suscitent une attraction certaine ne manquaient pas non plus de participer à la publicité de la firme Hennebick. Alors, hormis les caves et le dernier niveau des combles, le béton composant les structures du palais de justice est rendu invisible, entre guillemets, donc par un traitement destiné à le confondre avec des structures en bois. En effet, les arêtes des piliers, des consoles triangulaires, des poutres et des solives sont biseautées comme dans la construction en bois soigné. Ces chanfreins qui s'arrêtent au droit des jonctions imitent à s'y méprendre les assemblages de bois.
La réalisation de ces détails décoratifs nécessitait des coffrages et des contre-coffrages complexes et soignés. La mise en œuvre de ceux-ci devait être très conséquente, notamment pour la charpente et sa couverture, dont le moulage, entre guillemets, devait requérir un boisage important. Au rez-de-chaussée et au premier étage, les structures en béton armé sont dissimulées sous un enduit. Dans de nombreuses salles, les poutres et les solives portent des stucs aux moulures et décors variés, qui sont, eux, recouverts par certains de peinture en trompe-l'œil. Donc peinture en trompe-l'œil qui pastiche parfaitement le bois ciré. Alors ces décors ont dû faire oublier aux occupants des lieux la nature particulière de ces structures, car, selon un récent témoignage oral, ces éléments étaient régulièrement cirés. Alors, le béton armé, ce matériau nouveau qui permettra au XXe siècle toutes les audaces, est ici clairement masqué et traité de façon à correspondre à une architecture traditionnelle connue. Le béton armé se devait d'être invisible. Alors un autre système assez novateur pour l'époque est celui du chauffage, puisque dès l'origine, un système ingénieux de chauffage à vapeur à très basse pression est installé. Il est décrit dans la chronique des travaux publics de 1898. Et donc les imposants manteaux de cheminée présents dans les salles d'audience sont factices, mais font eux aussi référence à une architecture traditionnelle connue et sans doute rassurante. Le palais de justice témoigne aussi de l'évolution très rapide de l'institution judiciaire et de ses besoins, puisqu'en moins de 50 ans, un agrandissement triplant la surface du bâtiment initial, donc celui de Dumont, est nécessaire. Son programme décoratif est assez élaboré, parfois théâtral, et il devait participer et renvoyer à l'image d'une justice puissante et forte. D'un point de vue urbanistique, ce monument fait le lien, la transition entre le centre ancien de la ville et les nouveaux quartiers établis au sud. En effet, dans le dernier quart du XIXe siècle, Verviers, qui atteint le sommet de sa prospérité industrielle, connaît un développement urbanistique majeur. Et sortant de la vallée de la Vesdre, où Verviers s'est développé jusque-là, donc la ville s'étend alors par de nouveaux quartiers au-delà de la ligne de chemin de fer. Après le quartier de l'Immobilière, ouvert en 1871, ce sont les quartiers des boulevards qui sont ouverts en 1878, en grande partie sur les plans de l'architecte urbaniste bruxellois Victor Bem. Par sa situation et par certains de ses éléments marquants, principalement sa tour coiffée d'une toiture en pavillon qui n'est pas sans rappeler celle des clochers, le palais de justice s'impose comme un repère urbain de premier plan. À l'aube du XXe siècle, le caractère novateur du palais de justice de Verviers est reconnu et les plans de plusieurs de ces structures sont publiés, notamment ici dans l'ouvrage de Paul Christophe, qui date de 1902, dont la publication fera longtemps référence dans le domaine du béton armé. Les récents travaux de recherche sur les ouvrages en béton armé anciens à Bruxelles ont clairement mis en évidence l'importance d'étudier ces bétons de première génération, pour les connaître et les comprendre afin de permettre une restauration et une conservation pertinente de ce patrimoine souvent méconnu. L'étude archéologique a ici permis la redécouverte de l'utilisation du béton armé précoce mis en œuvre au palais de justice. Elle a, comme il se doit, tenté d'enregistrer un maximum d'éléments avant leur démolition. Et si au palais de justice de Verviers, une partie significative des structures énobiques a depuis peu disparu, donc en fait aujourd'hui il reste la façade, les pièces du rez-de-chaussée et les bâtiments du côté de la cour intérieure de l'aile Janson, donc qui sont en attente d'un projet de reconstruction. Mais des structures énobiques, il en reste néanmoins dans la tour, dans l'aile est et dans la salle des pas perdus. Ces bâtiments recèlent encore un potentiel important à explorer, notamment dans l'application du système énobique à d'autres volumes et typologies de toiture. Leur étude et leur préservation s'avèrent en outre précieuses car elles constituent un témoin majeur pour l'histoire de l'évolution des techniques de construction. Merci.